Pour commencer, un petit mot, Jean-Michel Dian, concernant cette exposition caféine. Là, aujourd'hui, on va surtout parler un petit peu du café de qualité, hein, c'est-à-dire le café, la gastronomie, le café, les odeurs, le café, les arômes, avec quoi on peut le mélanger. C'est comme si on se mettait à parler comme on le fait avec le vin, d'une certaine manière. On découvre qu'on peut parler du café comme on parle du vin. Et j'ai le sentiment que cette exposition, Caféine, au MUSEM, c'est cela qu'elle veut raconter, c'est cela qu'elle veut dire. Elle veut donner cette nouvelle image du café des baristas, du café des coffee shops, du café de qualité, de ses variétés. C'est cela, Jean-Michel Dian, cette exposition? Oui, c'est un peu ça. Je ne suis pas sûr que s'il y a 20 ans, on avait fait cet événement, si le MUSEM avait réalisé une expo, que finalement l'événement aurait créé autant de succès. Mais aujourd'hui, ça a changé. C'est un peu comme le vin, il y a une cinquantaine d'années, on buvait du vin, disons, sans forcément une exigence qualitative et gustative de haut niveau. Et puis progressivement, on s'est mis à apprendre le vin, les sommeliers, les œnologues, toutes ces personnalités, ces spécialistes ont réussi à nous faire aimer du très bon vin. Donc on est dans une région où il y a 50 ans, le vin n'était pas très bon et il est devenu excellent. Voilà. Et tout ça, c'est un travail de maturation, c'est à la fois scientifique, c'est culturel. C'est pareil pour le café. On est passé, je crois, à un autre stade aujourd'hui où on commence à boire du très bon café. Mais c'est récent. C'est récent. Là, dans l'exposition, j'ai souhaité simplement, grâce à nos amis de Technicoflore, installer des bornes aromatiques pour simplement qu'on apprenne à distinguer le Robusta de l'Arabica, par exemple. On l'a fait avec Jacques Spriglio, que je vois, et qui est le scénographe de l'exposition. Mais en fait, toute cette manière d'apprécier le café, c'est relativement récent. Et on trouve aujourd'hui à Marseille, mais aussi évidemment à New York, à Paris, des cafés dits de spécialité. C'est-à-dire souvent une nouvelle génération de jeunes baristas, donc des baristas, voilà un mot là aussi très connu en Italie, qu'il était beaucoup moins en France, qui est un mot moins connu en France, qui sont souvent des jeunes qui se sont formés pour justement apprendre à faire aimer le café, à faire des mélanges de café, choisir des terroirs qui ne sont pas forcément les terroirs classiques, qui viennent à la fois de Colombie, de Jamaïque, du Malawi, du Laos. Il y a donc des variétés incroyables et tout ça, nous essayons ici au MUSEM et dans le cadre de ces événements hors les murs, d'arriver à donner le goût du café. C'est pas forcément une évidence. Vous verrez, moi-même le premier, j'ai appris, peut-être aussi grâce à cette exposition, à apprécier le café. Et je disais au président du MUSEM, Jean-François Chouinier, il y a 2 ans, moi je souhaiterais que quand on sort de l'expo, eh bien qu'on se dise, mince, ça fait des années qu'on boit du café, on ne sait pas pourquoi on boit du café, on ne sait pas quel café on boit. Et en fait, quand on pousse un peu et qu'on essaye de comprendre comment ça marche, et l'expo est faite aussi pour ça, eh bien vous verrez, vous ne buvrez pas du café comme avant. Vous avez parlé des baristas et justement tout à l'heure on entendra Chana Kalenage qui est interviewée par vous d'ailleurs, Jean-Michel Dian, et qu'on peut voir ce petit film avec Chana qui est barista et qui explique un peu Au son Lustig travail. Café à Paris, qui est un jeune barista, qui était en fait un ancien DRH dans une entreprise et qui du jour au lendemain est tombé amoureux du café. Aussi bête que ça, et qui s'est mis à créer sa boîte, à chercher des cafés, qui s'est épanoui avec des cafés. Voilà, ça s'est passé comme ça. Mais ils sont des centaines, des milliers. Hein. On forme 6000 baristas en Corée, on en forme en Australie, on en forme beaucoup plus à l'étranger qu'en France d'ailleurs. Mais il y a des nouvelles générations de baristas qui sont aujourd'hui vraiment des grands spécialistes du café. Et puis cette exposition, c'est aussi l'occasion de retraverser l'histoire du café, l'épopée du café, l'imaginaire aussi associé au café, le cinéma, la musique. On va entendre des morceaux de musique tout à l'heure qui sont comme ça. Le café nous a fait chanter, il nous a fait danser aussi, on l'a vu au cinéma. Donc... Et puis c'est aussi comment il a dessiné les villes d'une certaine manière, comment le café, le lieu, est venu comme ça être un agent urbanistique, un agent de convivialité. Tout cela est présent dans l'exposition. C'est une épopée, le café. Quand vous rentrez là-dedans, vous rentrez par l'artistique, vous rentrez par la géographie, vous rentrez par l'anthropologie. Il faut quand même savoir que le café, c'est quelque chose qui s'est dessiné vraiment autour du 15e siècle en Éthiopie, chez les Oromos, ça s'appelait à l'époque l'Abyssinie. Et là, il y avait des caféiers. C'est là que sont nés les caféiers, en même temps que l'homme. Voilà, c'est aussi simple que ça. Je l'ai dit et répété souvent, mais c'est très troublant le rapport qu'il y a entre l'homme et le café. Tout simplement parce qu'il semble être né au même endroit,
la cerise, que le fruit du caféier, eh bien, voilà, il faut 9 mois pour le féconder. Donc, vous voyez, il y a des espèces de relations étonnantes. Et puis, cette géographie. On rentre dans une histoire, on commence par l'Éthiopie, on bascule de l'autre côté, ça s'appelait à l'époque l'Arabie heureuse, c'est au Yémen, et puis on grimpe comme ça, on monte, on va jusqu'à Constantinople, on va du côté du Caire, ensuite ça se distingue, on est à Venise, en 1635 les premiers cafés qui sont installés, après on va à Java grâce aux Hollandais, après on va du côté de la Martinique, et puis ça s'installe au Brésil. Bref, cette ramification est une aventure étonnante, parce qu'en faisant l'exposition, eh ben, ceux qui ne l'ont pas encore visité, vous découvrirez que quand vous vous arrêtez dans une ville, quand vous arrêtez dans un pays, eh ben, on ne boit pas le café de la même manière. Il y a une espèce de cérémonie socialisante, sociabilisante, je ne sais pas comment on peut dire, qui fait qu'aujourd'hui, ben, le café, c'est devenu n'importe comment une boisson universelle, mais en même temps, c'est extrêmement diversifié. Ce sont des pratiques de consommation qui n'ont rien à voir entre les continents. Et quand vous savez que vous êtes deux terriens sur 3 en boire, et qu'en gros, sur la Terre, je le répète souvent, mais c'est un chiffre qui parle, vous êtes dans une journée où vous savez déjà qu'il y a 2,7 milliards, 200 millions de tasses de café qui sont bues sur cette terre en même temps. Donc ça fait un drôle d'effet. Ça veut dire que c'est une économie, c'est un commerce. Et c'est un commerce qui vous envahit dans le quotidien, dans la proximité, dans les bistrots. Et c'est la dernière chose qu'il fallait peut-être dire, Emmanuel, c'était effectivement de savoir que le café, c'est pas seulement un grain, c'est aussi un lieu, un bistrot. Et là, les artistes se sont emparés des bistrots, se sont emparés des estaminets, se sont emparés des cafés. Et il n'y a pas un artiste, pas un écrivain, pas un photographe, pas un designer ou un plasticien qui ne s'est pas à un moment intéressé au café. Je parle des bistrots. Et là, on a eu l'embarras du choix pour mettre en scène ce que représente l'imaginaire du café dans la tête des artistes. Et là, vous en avez quelques-uns, des écrivains, des comédiens, des grands chefs.